Si tu dis non, nous t'enchaînerons, dit sa mère, sans la regarder dans les yeux. Hélène n'avait que 17 ans. Elle était jeune, oui, mais ce n'était pas une enfant. Elle connaissait déjà les accords sordides de la vie, la faim dans le regard des hommes, et le silence résigné des femmes qui acceptaient sans protester. Pourtant, au fond d'elle, il restait une étincelle d'espoir. Elle regarda sa mère, suppliant en silence. Peut-être dirait-elle « Non, ce n'est pas juste ». Mais sa mère baissa les yeux. Et dans ce geste, Hélène comprit tout. Ce mariage ne serait pas avec son consentement. Le silence de sa mère fut le cri de trahison le plus assourdissant. Il vivait dans les terres intérieures de Virginie, où de grandes familles contrôlaient d'immenses plantations. Le père d'Hélène, un commerçant enrichi par la guerre, était un homme qui valorisait plus le prestige que le bonheur de sa fille. Sa mère, autrefois célèbre pour sa beauté, vivait désormais dans l'ombre de son mari, ne respirant que lorsqu'il le permettait. La maison était entourée de hauts murs de pierre. Depuis la véranda, Hélène pouvait à peine voir le ciel. La liberté n'était qu'un mot qu'elle apprenait à prononcer dans ses rêves. L'homme destiné à être son époux était M. Radcliffe, un veuf de 50 ans réputé maudit. 2 de ses épouses étaient mortes en couches et une 3e dans un incendie. Mais sa richesse suffisait à faire taire tout soupçon. « C'est le mari parfait pour Hélène », avait dit son père avec fierté. « Il est temps qu'elle devienne la maîtresse d'un bon foyer. » Hélène ne répondit pas. Cette nuit-là, elle ne mangea pas. Le lendemain, elle ne parla pas. Sa mère pria. Son père cria. Mais Hélène se taisait. Dans ce silence grandissait une tempête. Car une voix, très lointaine, lui murmurait. « Si tu te tais, ils t'enfermeront pour toujours entre ces murs. » Et plus elle se taisait, plus elle devenait invisible. Personne ne demandait comment elle se sentait. Parce que tous craignaient sa réponse. 2 jours avant le mariage, Hélène tenta de s'enfuir. Elle se cacha derrière l'écurie, sous la lumière de la lune. Mais elle n'avança pas d'1 kilomètre. Les chiens la trouvèrent. À l'aube, ils la ramenèrent, les mains liées dans le dos. La décision du père fut ferme. « Si tu essayes encore de fuir, je t'enchaînerai. Ton droit de dire non est expiré. » Le lendemain, ils lui mirent des menottes de fer au poignet. Les chaînes étaient ainsi courtes qu'elle pouvait à peine faire un pas. Puis Hélène s'était réveillée à la première lumière de l'aube. La cabane était encore dans la pénombre. Yanahi était parti sans faire de bruit. Une légère odeur de fumée emplissait l'air. Dehors, quelque chose cuisait. Ce nouveau monde ne ressemblait en rien à celui aux murs de pierre où elle avait grandi. Ici, le temps s'écoulait lentement. Le rythme du cœur marquait les heures. Elle ouvrit la porte. Yanahi était près du feu, remuant une marmite avec des herbes sauvages. En la voyant, il leva la tête et sourit. Hélène resta immobile. Un sourire pouvait-il avoir un son? Oui. Au milieu du silence, ce sourire résonnait comme une mélodie. Ce jour-là, Yanahi l'emmena dans la forêt. Il lui montra des plantes, des racines, des feuilles. Il ne parlait pas bien anglais, mais ses mains et ses yeux racontaient des histoires. Sa connexion avec la nature était plus éloquente que n'importe quelle langue. Il lui offrit une racine amère. Hélène hésita, mais la goûta. C'était aigre, piquant. Yanahi acquiesça. « L'amertume guérit, dit-il. » Hélène sentit un nœud dans la gorge. Il ne parlait pas seulement de racines. Cette phrase était aussi pour elle. Les marques des chaînes étaient encore fraîches sur ses poignets. Au crépuscule, Yanahi sortit un onguent fait de graisse animale. Sans rien dire, il s'agenouilla devant elle et commença à appliquer le baume, sans toucher les blessures, juste en les effleurant. Hélène recula. Il n'insista pas. Il baissa les mains. Il attendit. Et dans cette attente, Hélène vit quelque chose de nouveau. Un homme qui ne prenait pas par la force, qui n'exigeait pas, qui n'obligeait pas. Alors, elle tendit les mains. « Continue », dit-elle à voix basse. Yanahi appliqua de nouveau l'onguent. Elle ne ressentait pas de douleur. Elle sentait de la chaleur. Le lendemain, Hélène commença à raconter son histoire. Elle parla de Radcliffe, de son père, des chaînes, de sa mère. Elle parla peu. Son silence était encore plus douloureux que les chaînes. Yanahi écouta attentivement. Il ne l'interrompit jamais.
Il ne la jugea jamais. Il écouta simplement. À la fin, il murmura. « Tu es forte. Tu n'es pas une femme qui fuit. Tu es une femme qui résiste. » Hélène le regarda, surprise. Jamais auparavant elle n'avait entendu le mot « forte » s'adresser à elle. Une nuit, Hélène lui demanda « Et toi, pourquoi es-tu seule ?» Yanahi regarda longtemps le feu, puis parla lentement. « Ma tribu se cache maintenant. Les Blancs ont pris nos terres. Certains ont combattu, d'autres ont fui. Moi, j'ai combattu. Mais ensuite j'ai compris que la guerre ne me rendrait pas ce que j'avais perdu. » Hélène baissa la tête. Lui aussi portait des chaînes. Pas sur la peau, mais dans l'âme. Les jours passèrent, le lien entre eux grandissait. Mais il n'y eut ni baiser ni étreinte. Hélène découvrit qu'un homme pouvait simplement être. Yanahi aimait sa présence, pas son corps. Une nuit, il plut intensément. La cabane avait des fuites. Hélène s'approcha, timide. « Puis-je rester près de toi ?» Yanahi ne dit rien. Il partagea la couverture en deux et lui tendit une moitié. Ils dormaient séparés par un espace. Mais pour la première fois, Hélène dormit en paix. Jusqu'à ce qu'au petit matin, elle se réveille en criant. Elle transpirait, tremblait. Dans son rêve, elle avait été enchaînée de nouveau. Son père, Radcliffe, et sa mère la jetaient dans la forêt comme une ordure. Elle criait, suppliait. Personne ne l'écoutait. Yanahi s'approcha. Hélène le serra dans ses bras en pleurant. Il lui caressa le dos. « C'est pas assez. Tu es ici. Tu es en sécurité. » Ce fut leur premier câlin. Mais il ne contenait pas de désir, seulement du réconfort. Le lendemain matin, Hélène regarda le ciel. « Je ne reviendrai pas, dit-elle. Quoi qu'il arrive, je ne leur appartiens plus. » Yanahi baissa les yeux. « Mais ils te chercheront, et moi aussi. » Hélène le regarda fixement. « C'est toi qui m'as trouvé. Plus rien ne sera comme avant. » Et ils comprirent tous deux. La vie de fugitif avait commencé. À l'aube, Hélène se prépara. Un sac léger, des fruits secs, de l'eau et de longan. La cabane n'était plus sûre. La liberté avait un prix, la fuite. Yanahi connaissait des chemins cachés entre les arbres. Il guidait Hélène loin de toute trace humaine. Mais ils ne fuyaient pas seulement physiquement. Ils échappaient aussi aux chaînes de l'âme. Ils marchèrent 2 jours. Ils dormaient dans des grottes, sous des pins. Yanahi lisait les traces au sol comme s'il s'agissait de l'être. Hélène commençait à respirer l'arôme de la terre, comme si c'était chez elle. Le 3e jour, ils campèrent près d'un ruisseau. Son murmure était une berceuse. Hélène tombait amoureuse de la nature. Mais la paix ne dure pas toujours. Un matin, Yanahi observa le sol. « Quelqu'un est passé par ici, » murmura-t-il. Hélène frissonna. « Il nous cherche ?» Probablement. Les Blancs ne laissent pas de traces. Mais les chiens, oui. Hélène resta immobile. « S'ils me retrouvent encore une fois... » Yanahi prit sa main. « Je ne laisserai pas qu'ils t'enchaînent, je te le promets. » Cette promesse fut un pacte sacré, silencieux mais ferme. Cette nuit-là, ils entendirent un sifflement. Yanahi se leva d'un bond. 3 hommes passèrent sur un sentier proche. Ils portaient des fusils. « J'ai entendu dire qu'un sauvage l'a enlevée. Le patron Radcliffe paiera bien pour elle. » Hélène sentit son souffle lui manquer. Radcliffe la voyait encore comme une propriété. Quand les hommes s'éloignèrent, Yanahi conduisit Hélène par un sentier caché. Depuis, ils ne voyageaient que la nuit. La lune était leur seule boussole. La 7e nuit, ils descendirent dans une vallée profonde. Yanahi alluma le feu. Hélène le regarda en silence. « Penses-tu qu'un jour ils nous laisseront en paix ?» Yanahi mit du temps à répondre. Certains hommes ne lâchent pas ce qu'ils croient posséder. Mais toi, tu n'appartiens plus à personne, sauf à toi-même. Hélène posa la tête sur son épaule. « Je veux juste respirer sans peur. Je veux être avec toi. » Yanahi la serra doucement dans ses bras, et leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut un baiser sans urgence. Pas seulement de l'amour, un remède, un pansement sur leurs blessures.
Le lendemain matin, Yanahi dit « Nous devons aller chez ma tribu. Là, nous serons en sécurité. Les Blancs n'osent pas entrer. » Hélène hésita. M'accepteront-ils? Yanahi la regarda avec tendresse. Si ton cœur bat avec nous, oui. Dans notre loi, l'âme vaut plus que la peau. Hélène ferma les yeux. Mon âme bat déjà avec la vôtre. 3 jours plus tard, ils arrivèrent dans un campement caché. Des enfants jouaient, des femmes cuisinaient, des anciens priaient. Hélène resta en retrait, timide. Mais Yanahi lui prit la main. La chef du conseil, une vieille femme, la regarda avec des yeux sages. « Tu arrives avec des chaînes invisibles. Mais ton esprit est nu. Bienvenue à notre feu. » Cette nuit-là, il y eut des danses, des chants, des rires. Pour la première fois, Hélène sentit qu'elle appartenait à quelque chose. Ici, personne ne demandait qui tu étais, seulement comment tu vivais. Hélène s'adapta rapidement à la vie dans la tribu. Le matin, elle racontait des histoires aux enfants, cueillait des herbes avec les femmes, aidait aux accouchements. Le soir, elle dormait auprès de Yanahi, sentant enfin son âme s'épanouir. Mais même au cœur de cette paix, les ombres du passé rôdaient encore. Un jour, un enfant arriva en courant. « Il y a de la fumée à l'ouest, des cavaliers approchent. » Yanahi se leva immédiatement. « Radcliffe. » Hélène sentit son corps trembler. « Ils m'ont trouvé ?» Yanahi s'approcha, prit son visage entre ses mains. « N'aie pas peur, tu n'es plus seul. Cette fois, je te protégerai. » Les anciens se réunirent. Certains voulaient combattre, d'autres se cachaient. Mais la vieille chef parla d'une voix douce. « La femme aux chaînes doit décider. Le passé la poursuit, mais elle doit choisir son obscurité. » 3 jours plus tard, à l'aube, 4 cavaliers approchèrent du bord du campement. L'un d'eux était Radcliffe. Les autres, ses hommes armés. Ils n'osèrent pas entrer, mais crièrent de l'extérieur. « Je suis venu t'emmener dans une bonne maison, avec richesse et nom. Que peux-tu trouver chez ce sauvage? C'est un rien du tout. » Hélène sortit de la foule. Elle portait des vêtements tissés par les femmes du clan. Ses cheveux lâchés, son front haut. Radcliffe la regarda avec colère. « Si tu reviens maintenant, je te pardonnerai. Si tu insistes, je te ramènerai par la loi. Tu es encore ma femme devant le monde blanc. » Le silence était profond. Tous regardaient Hélène. Yanahi resta en arrière, lui laissant la liberté de choisir. Hélène prit une profonde inspiration. « Ta richesse ne m'a jamais donné la liberté. Ta maison n'a jamais été mon foyer. Ton nom n'a été qu'une chaîne. Maintenant, je suis libre, et ma liberté n'est pas à vendre. » Radcliffe se tut. Son visage devint gris. « Alors il y aura la guerre. » Mais à cet instant, tout le clan se leva, avec des lances, des boucliers, des flèches. La vieille femme marcha devant. « Ces terres sont à nous. Cette femme l'est aussi maintenant. Si tu ne pars pas, la terre t'engloutira. » Bassai. Radcliffe, voyant qu'il était dépassé, serra les dents et monta son cheval. « Ce n'est pas fini !» cria-t-il. Mais c'était déjà fini. Cette nuit-là, il y eut une célébration. Hélène dansa parmi les femmes. Yanahi s'approcha d'elle et tendit la main. « Merci de m'avoir choisi. » Hélène sourit, les yeux pleins de feu et de tendresse. « J'ai choisi la liberté, mais c'est ton visage qui lui a donné forme. » Les flammes montaient vers le ciel. Hélène et Yanahi s'embrassèrent. Cette étreinte unissait non seulement leur corps, mais leurs âmes. C'était une renaissance. Les mois passèrent. Hélène faisait désormais partie vivante du clan. Elle enseignait les remèdes, racontait des contes, accompagnait les naissances. Un jour, une fillette lui demanda « Pourquoi vis-tu avec nous ?» Hélène lui caressa les cheveux et répondit « Parce qu'ici, mon cœur n'est pas enchaîné. » Le soleil se levait doucement entre les arbres de la vallée. Une brume légère caressait les cimes des pins tandis que le chant des oiseaux annonçait un nouveau jour.
comme un murmure sacré offert à la terre. Hélène marchait pieds nus sur la terre humide. Son ventre, rond et lumineux, brillait sous la lumière dorée de l'aube. Chaque pas était une promesse. Chaque respiration, une renaissance. Aujourd'hui, il naîtra, murmura la vieille femme du clan, en touchant le sol de ses doigts osseux. L'esprit est descendu. Yanahi s'approcha de sa femme. Ses yeux, sombres comme la nuit qui les avait autrefois abrités, étaient emplis de larmes contenues. « Je t'aime, dit-il. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours trois. » Hélène prit sa main et la posa sur son ventre. L'enfant donna un coup. « Il te répond déjà. » Des heures plus tard, dans une hutte préparée par les femmes du clan, Hélène donna naissance. Ce fut un accouchement long et éprouvant. Ses cris déchiraient la forêt comme des chants antiques, et les prières murmurées par les femmes semblaient en suspendre le temps. Puis, enfin, le cri d'un enfant emplit l'air. Un cri fort, décidé, presque orgueilleux. « C'est un garçon », annonça la vieille femme, en le levant vers le ciel. Et son esprit est feu. Hélène le serra contre sa poitrine. Trempée de sueur, épuisée mais rayonnante. Yanahi s'agenouilla à ses côtés. « Quel nom lui donnerons-nous » demanda-t-il. Hélène sourit, haletante. « Nous l'appellerons Okan. »« Que signifie ce nom » murmura Yanahi. « Celui qui défie. » Et ainsi commença une nouvelle vie. Okan grandit entouré de chants, d'histoires et de vents. C'était un enfant vif, curieux, aux yeux perçants comme ceux de son père et au sourire éclatant comme celui de sa mère. Il courait avec les animaux, grimpait aux arbres, posait 1000 questions. Pourquoi la lune nous suit-elle? Qui était mon grand-père? Pourquoi maman ne pleure-t-elle plus? Hélène et Yanahi le regardaient avec amour. Mais au fond de leur cœur, une ombre persistait. Car ils savaient que le monde qu'ils avaient fui respirait encore, quelque part. Mais pendant des années, rien ne se passa. Jusqu'à ce que Okan ait 10 ans. C'était un jour comme les autres. Hélène écrasait des racines avec les femmes. Yanahi sculptait un arc avec les jeunes. Okan jouait près de la rivière, suivant les traces de cerf. Et puis, il le vit. Une silhouette lointaine, portant un chapeau à large bord et des bottes de cuir. Un homme blanc. Seul, mais armé. Okan se cacha derrière un tronc et observa. L'homme recueillait de l'eau. Puis il sortit un carnet. Il dessinait, mesurait, écrivait. Il ne ressemblait pas à un chasseur. Il était différent. Avec l'innocence d'un enfant qui ne connaît pas la peur, Okan s'approcha. Une branche craqua. L'homme se retourna. Il le vit. « Bonjour », dit Okan. L'étranger sursauta, mais ne dégaina pas. Il sourit. « Bonjour, petit. Comment tu t'appelles ?»« Okan. »« Et ça veut dire quoi ?»« Celui qui défie. » L'homme éclata de rire. « Eh bien, un nom puissant. Moi, c'est Edward. Je suis cartographe. Je dessine des cartes. » Okan fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« Pour aider les autres à trouver leur chemin. »« Tu vis dans les parages ?» Okan hésita, puis hocha la tête. « Avec ma maman et mon papa. » Edward sourit à nouveau. « Peut-être qu'un jour, tu me montreras tes chemins. » Puis il s'éloigna. Okan courut jusqu'au camp. Mais il ne dit rien. Il sentait qu'il avait fait quelque chose d'interdit. Sans savoir pourquoi. 3 jours passèrent. Et au 4e, les soldats arrivèrent. Ils vinrent avec des drapeaux, des armes, des ordres du gouvernement. Ils parlaient d'exploration, de territoires à marquer, de civilisation. Mais tout le monde savait la vérité. Ils voulaient la possession. Un des officiers montra une carte. Une croix rouge marquait le cœur de la vallée. Un cartographe nous a parlé de cet endroit. Il y aurait une présence indigène et un enfant métis. Hélène sentit un frisson glacé. « Il a dit son nom ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Oui. L'enfant s'appelle Okan. » Le monde d'Hélène s'écroula. Elle regarda Yanahi. Son visage était devenu pierre. Cette nuit-là, ils ne dormiront pas. Hélène serra son fils contre elle comme s'il faisait partie de son propre corps. Yanahi affûta des flèches.
Le clan se préparait à résister. Mais à l'aube, Okan avait disparu. Il avait laissé un dessin. Lui et Edward, près de la rivière. Une phrase mal écrite. « Je vais chercher ma place. » Hélène tomba à genoux. Un cri jaillit de ses entrailles, plus profond que la douleur de l'accouchement. Yanahi enfourcha son cheval. Il partit sans dire un mot. Pendant des jours, il le chercha, suivant des traces, interrogeant les ombres, jusqu'à ce qu'il le voie dans un poste militaire. Okan était derrière une barrière. Il regardait le ciel. Il portait des habits blancs. Ses cheveux avaient été coupés. Il semblait domestiqué. Yanahi s'approcha. « Okan !» L'enfant se retourna. Il sourit. « Papa !» Il courut vers lui. Mais 2 soldats l'arrêtèrent. « Cet enfant est sous notre garde. Il a été trouvé errant. Le gouvernement l'a placé dans une école missionnaire. Il y apprendra la civilisation. » Yanahi serra les poings. « Il a une mère, une maison, un nom. Maintenant il a un numéro, » répondit le soldat en montrant un bracelet métallique. « Et un avenir. » Yanahi resta là. Il ne cria pas, n'attaqua pas. Il regarda simplement son fils, de l'autre côté. « Tu reviendras ?» demanda Okan. Yanahi acquiesça. « Toujours. » Il revint dans la vallée. Hélène l'attendait, les yeux vides. Ils l'ont pris. Nous irons le chercher. Des semaines durant, ils préparèrent un plan. Une nuit, sous la lune, Yanahi s'introduisit dans l'école. Il le ramena, mais l'enfant n'était plus le même. « Pourquoi m'as-tu sorti ? Là-bas, j'avais un lit, de la nourriture, des livres. » Hélène le serra dans ses bras. « Ici, tu as des racines, pas des murs. » Okan ne répondit pas. Les années passèrent. Okan grandit en silence. Parfois, il souriait. Parfois, il pleurait sans raison. Il y avait une fissure en lui. Une frontière que ni l'amour d'Hélène ni la sagesse de Yanahi ne pouvaient franchir. Un jour, sans prévenir, il partit. Il laissa une lettre. « Merci de m'avoir offert la liberté. Mais je dois trouver ma place entre 2 mondes. Je ne suis pas seulement l'un ou l'autre. Je suis les 2. Si je reviens un jour, ce sera avec mes propres réponses. » Hélène pleura pendant 3 lunes. Yanahi la soutenait. Mais ils ne dirent rien. Car parfois, aimer, c'est aussi laisser partir. Et ainsi, l'histoire du Fils du Feu se perdit à l'horizon. Mais chaque nuit, lorsque la lune s'élève, Hélène lève les yeux vers le ciel et murmure « Où que tu sois, Okan, que tes chaînes ne soient que des souvenirs, et que ton cœur reste libre. »